Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette chaîne consacrée à l'investissement, aux finances personnelles, à la carrière et tout ça pour construire une vie qu'on aime. Je suis ravie de vous retrouver ou de vous rencontrer. Et avant tout, merci beaucoup d'être là parce qu'on est plus de 100 sur la chaîne maintenant et c'est vraiment beaucoup trop cool. On est sur la route des 1000 abonnés maintenant, si on ose le dire. Donc si vous avez des amis ou des personnes autour de vous que ces vidéos pourraient intéresser, n'hésitez pas à leur partager. Et si vous avez des idées de choses qu'on peut faire pour fêter 1000 abonnés si ça arrive un jour, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Déjà, quelqu'un m'avait proposé de présenter l'intégralité de mon portefeuille d'investissement, donc c'est une idée. N'hésitez pas. Dans la vidéo d'aujourd'hui, que je filme déjà pour la deuxième fois parce que la première fois j'avais plein de rouge à lèvres sur les dents, j'aimerais vous partager des principes un petit peu contre-intuitifs pour vous épanouir dans votre carrière en changeant un petit peu votre façon d'y réfléchir ou de prendre des décisions. Je vais m'appuyer sur un livre que j'ai adoré et qui s'appelle The Dark Horse de Todd Rose et que malheureusement j'ai pas retrouvé en français, mais The Dark Horse ça veut dire le cheval noir, pour info. C'est un livre qui a complètement changé ma façon de voir et de construire ma carrière et qui surtout m'a donné un petit peu de sérénité parce qu'en fait les principes à l'intérieur donnent des moyens d'avancer progressivement. Même quand on a l'impression de ne pas être à sa place, même quand on ne sait pas très bien où on va, et même quand on a l'impression que les événements sont complètement chaotiques et ne font pas de sens les uns avec les autres. On est sur du gros teasing. Et juste avant de bien critiquer le système éducatif d'aujourd'hui, j'aimerais juste préciser que pour moi personnellement, l'école et les études supérieures, ce sont des choses très importantes. À l'échelle de l'humanité, parce que déjà ça permet de conserver la connaissance, mais ça permet aussi à certains d'entre nous d'aller un petit peu plus loin et de l'enrichir et de nous faire avancer en tant qu'espèce. Rien que ça. À l'échelle des pays, pour transmettre des valeurs et une culture commune, pour avoir un minimum de cohésion, et encore que ça a plus ou moins de succès. Et à l'échelle individuelle aussi, parce que ça fait partie des dernières choses qui nécessitent de faire des efforts vraiment dans la durée. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se font en 5 minutes, en un clic, ou en tout cas de manière quasi immédiate. Et puis ça permet aussi de développer son sens logique, ou d'apprendre à faire des recherches par soi-même, donc beaucoup de choses très utiles. Même si vous n'avez pas utilisé le compas pendant des années. Alors, qu'est-ce que le cheval noir ? C'est une expression qui provient d'un roman du 19e siècle, que je ne connais pas et qui de toute façon ne nous intéresse pas, dans lequel il y a des courses de chevaux. Et dans lequel le cheval gagnant est un cheval que personne n'avait vu arriver parce qu'il n'avait pas les caractéristiques connues ou habituelles d'un cheval gagnant. Et c'était un cheval noir. Et dans le livre de Todd Rose, donc celui qui nous intéresse, l'expression est utilisée pour parler des personnes qui ont excellé dans leur domaine sans forcément passer par les parcours standards pour leur domaine. Par opposition à des personnes comme Warren Buffett ou Mozart qui eux sont dans leur domaine depuis l'enfance. Ce sont des personnes dont on connaît moins les noms, en tout cas dans le grand public, parce que leur succès n'a pas forcément pris la forme de la grosse célébrité, en tout cas en dehors de leur cercle, mais par contre ce sont des personnes qui ont excellé et qui se sont accomplies. Et plutôt que de parler de ces chevaux noirs comme d'exception ou de résultats de la chance ou de résultats du hasard, Todd Rose a essayé en fait de retrouver des points communs dans les parcours de ces personnes ou dans la façon qu'elles ont eu de prendre des décisions pour pouvoir partager avec nous des idées pour que nous aussi on puisse s'épanouir dans nos carrières, parcours, vie. Standardisation vs personnalisation. Je me demande si je vais réussir à mettre les textes dessus. On verra. Vous l'avez sûrement déjà entendu, mais le système éducatif et les parcours standards tels qu'on les connaît aujourd'hui sont hérités de l'industrialisation, avec la mise en place de systèmes comme le travail à la chaîne pour permettre de produire en masse et de la manière la plus efficace possible, l'ajustement des hommes à ces systèmes et aux machines plutôt que le contraire, parce que c'était beaucoup plus simple à faire et beaucoup moins coûteux, et la mise en place de hiérarchies dans les organisations. Dans cette logique, la réussite repose sur la capacité à choisir le bon parcours le plus jeune possible, ensuite travailler dur avec acharnement et détermination pour aller plus loin que les autres dans le parcours choisi, et tout ça pour aller le plus haut possible dans les hiérarchies et dans l'échelle sociale. Et du coup, dans ce contexte, la réussite, ça va être la richesse et la réussite sociale. Et en gros, le gros effort amène à l'excellence, l'excellence amène au succès, et le succès amène à la satisfaction, parfois, si vous avez de la chance. Et en vrai, par rapport à ce qui se faisait encore avant, ça rapproche d'une méritocratie, parce que du coup, pour réussir,
Tout le monde doit faire exactement la même chose pour un parcours donné, mais juste mieux que les autres. Mais la limite, c'est que dans ce système, la même chose en question, ça peut correspondre au profil de certains et pas d'autres. Et aujourd'hui, grâce aux évolutions de la technologie notamment, on passe en fait d'une ère de la standardisation à une ère de la personnalisation. Et ça concerne à la fois les produits qu'on consomme, les services, mais aussi les modes de travail et les modes de vie. Et du coup, ce nouveau cadre favorise l'émergence des chevaux noirs en question, donc des personnes qui vont prendre leurs décisions et construire leur parcours en fonction de qui elles sont spécifiquement en tant qu'individus, ce qu'elles aiment et même ce qui les épanouit, et en utilisant des méthodes qui marchent vraiment spécifiquement pour elles, et pas forcément pour la majorité. Et au lieu d'avoir la satisfaction comme résultat, on va partir de la satisfaction comme point de départ pour trouver aussi de l'épanouissement, pour nous aider à maintenir nos efforts et du coup atteindre l'excellence en résultat. Mais alors, que faut-il faire ? La mission principale, ça va être d'identifier ces micro-motivations. Donc pas une grosse passion, pas un domaine tout entier, mais des micro-motivations. L'idée, c'est qu'on n'aime jamais juste un parcours ou un domaine, ou alors tout ce qui a trait à un parcours ou un domaine. Par exemple, on n'aime jamais juste la politique et rien d'autre, ou alors tout ce qui a trait à la politique. Alors que dans les parcours existants, il faut souvent tout prendre du parcours ou rien du tout. Les choses qui nous apportent suffisamment de satisfaction pour qu'on puisse tenir dans la durée, ce sont des toutes petites choses précises, très diverses et qu'on peut retrouver dans plein de domaines différents. Et la combinaison de ces micro-motivations va être unique à chaque personne. Donc par exemple dans le domaine de la politique, comme on a commencé là-dessus, les micro-motivations vont être des petites choses comme trouver les bons mots, ou organiser des gens, ou rencontrer des gens, ou l'excitation de la compétition, ou réfléchir à la société, ou évaluer l'efficacité d'une décision, enfin plein de choses comme ça. Et chacune de ces choses peut être utilisée ailleurs, dans d'autres disciplines. J'ai réfléchi et par exemple moi, dans ma liste de micro-motivations, j'ai écrire, que ce soit des chansons ou le texte pour ces vidéos ou même dans des emails quand je suis au travail parce que ça me permet de clarifier mes idées, présenter ou expliquer des choses quand je suis bien préparée, organiser et surtout aligner des choses, donc ça peut être, je sais pas, les objets sur mon bureau, donc j'aime bien à chaque fois que tout soit bien parallèle ou perpendiculaire, c'est selon. J'aime bien aussi quand je fais des slides dans PowerPoint utiliser la règle et m'assurer que sur toutes les slides les objets soient toujours exactement au même endroit. Pareil, quand je fais des vidéos ou des miniatures, j'aime bien le moment où je dois aligner des choses les unes par rapport aux autres. Les émotions liées au spectacle, que ce soit au théâtre, au cinéma, dans des comédies musicales ou pendant des concerts et des festivals. À ce stade, ça sert plus à rien que je compte sur mes doigts parce que bon, je le fais tout le temps pour tout et n'importe quoi là. Et j'aime aussi beaucoup tout ce qui consiste à suivre une progression. Pour ne pas dire de manière plus générale, j'adore faire des tableaux dans Excel. Comment faire les bons choix ? Dans le cadre de la standardisation, les institutions vont faire la grande majorité des choix et vous permettre ensuite de faire une sélection parmi une liste d'options. Donc ce sont les institutions qui vont construire les parcours, les programmes, les volumes d'heures, les méthodes d'enseignement et d'évaluation et les carrières auxquelles vous pouvez prétendre ensuite. Et souvent pour faire ça, elles vont devoir s'appuyer sur des critères globaux, puisque du coup elles organisent de gros volumes de personnes. Donc elles vont prendre ce qui marche le mieux en moyenne ou ce qui coûte le moins cher à mettre en place. Et un argument qui pourrait être avancé en faveur de ça, c'est que ça simplifie le choix pour la majorité. Parce que bon, si on laisse les étudiants tout construire par eux-mêmes, potentiellement, une grande partie d'entre eux ne vont rien faire. Personnellement, moi je ne sous-estime pas les étudiants. Ça renvoie au paradoxe du choix. Donc à l'idée que plus il va y avoir de choix à faire, plus les personnes vont être paralysées et ne pas choisir. Ou alors choisir au hasard, ou alors faire un mauvais choix qu'elles vont regretter juste après. Mais dans le cheval noir, on pense le contraire, en tout cas dans certaines conditions. Donc par exemple, face à des centaines de shampoings, quelqu'un qui sait qu'il a le cuir chevelu gras, les pointes sèches, la peau sensible, qui veut pas que les produits soient testés sur les animaux et qui ne veut pas avoir d'odeur particulière dans son shampoing, il saura choisir. Parce qu'avec cette combinaison de critères qu'il connaît, il est capable de choisir le shampoing qui correspond le mieux. C'est-à-dire que plus on en sait sur ce qui fait de nous un individu unique, plus on en sait sur ce qu'on aime, même des petites choses, et même si ce ne sont pas forcément des choses pour lesquelles on est très fort, plus il va être facile de choisir.
Donc le principe, c'est parmi toutes les opportunités à sa disposition, de choisir celle qui correspond le mieux à sa combinaison de micro-motivation. Et ce, indépendamment de son niveau, ses forces, ses compétences, tout ça, pour trouver de la satisfaction en chemin et pas uniquement à terme et s'améliorer en route. Quand j'ai quitté l'audit, j'ai voulu trouver un poste qui me permet de combiner un maximum des choses que j'aime et du coup je suis partie sur un poste de chef de projet et gestion des données dans une entreprise du secteur de la musique. Et à l'époque j'avais aucune compétence ni sur la gestion de projet ni sur le secteur de la musique, mais j'ai appris en route et je continue d'apprendre. Tout va bien. Je suis en train de monter la vidéo et je me rends compte qu'en enlevant les exemples pour essayer de gagner un peu de temps, j'ai enlevé beaucoup du concret à mon propos. Du coup, je vais vous en redonner deux. Donc il y en a un, c'est une personne qui s'appelle Suzanne Rogers qui s'intéressait du coup au métier du service, qui aimait manipuler des objets et des machines et qui voulait travailler dans la musique et qui ne se voyait pas par contre se lancer dans un parcours d'ingénieur du son parce qu'à l'époque il y avait essentiellement des hommes et ça ne la mettait pas forcément à l'aise et du coup elle a pris un poste de réceptionniste dans une université qui fait de la musique, une université de musique. Du coup ça lui a permis d'être dans le bon environnement et d'entendre les bonnes conversations et comme en plus elle aimait apprendre par elle-même, elle a pu tout apprendre sur l'électronique en lisant des livres et en moins d'1 an elle a pu avoir un poste. Et je vous saute toutes les étapes, mais bon, à la fin, elle devient ingénieure du son pour Prince. Donc c'est plutôt cool. Et après, l'autre exemple, c'est quelqu'un qui s'appelle Alan Rouleau. Donc au début, à 20 ans, il travaillait dans un bar, donc en tant que serveur. Et il aimait beaucoup le contact avec les gens et construire son réseau. Et à un moment donné, le propriétaire du bar s'en va et du coup, il décide de racheter le bar. Donc il négocie un prêt avec une banque et il rachète le bar. Et au bout d'un moment, il finit par racheter tout l'immeuble. Et encore au bout d'un moment, il finit par avoir tout un conglomérat d'entreprises de l'hospitalité, donc des restaurants, des bars, des clubs. Et il fait aussi du conseil pour des petites entreprises. Et il y a un client qui lui demande du coup un jour un business plan pour une activité de vente de vêtements de luxe pour les hommes. Et il travaille dessus, sauf que le client laisse tomber l'idée. Et du coup, en trouvant un jour une boutique disponible, il se dit qu'il va aller au bout de l'idée et qu'il va apprendre à devenir tailleur. Donc il laisse tomber toutes ses activités d'immobilier et il apprend les métiers de tailleur, reconnaître les bons tissus, etc. Parce qu'il aime beaucoup construire les bons costumes pour les personnes en fonction de qui elles sont, quels sont leurs modes de vie. Et voilà. Et donc il s'épanouit comme ça. Et si vous voulez regarder, ça s'appelle Alan Rouleau Couture. Donc choisir un parcours qui est un petit peu inhabituel ou que vous avez un petit peu construit par vous-même, ça ne doit pas être plus risqué que de choisir un parcours standard. Vous allez faire une évaluation des risques pour toutes les opportunités et s'il y a un risque que vous n'êtes pas prêt à prendre, vous ne le prendrez pas. Par exemple, si vous risquez de vous retrouver à la rue avec 2 enfants que vous ne pouvez pas nourrir, peut-être que c'est un risque que vous ne prendrez pas. Je ne sais pas. Chacun est libre. Par contre, ce qui est vraiment trop bien, c'est que l'évaluation du risque, vous n'allez pas la faire sur la base de statistiques existantes et encore moins sur la base de grosses moyennes, mais plutôt sur la correspondance entre l'opportunité et la combinaison de vos micro-motivations. Donc entre l'opportunité et votre profil. Parce qu'en fonction du sujet, en fait, si ça vous correspond bien, vous allez finir bien au-dessus de la moyenne et sinon, si ça vous correspond pas du tout, vous allez finir bien en dessous de la moyenne. Donc au final, pour un individu en particulier, la moyenne n'a absolument aucune utilité. Par contre, elle en a une pour les institutions. Et une fois que vous avez choisi une opportunité, vous allez chercher la meilleure stratégie, donc celle qui est la plus adaptée à vous pour vous améliorer. Et une méthode que vous pouvez utiliser pour trouver ces meilleures stratégies, c'est la méthode de l'essai-erreur ou trial and error en anglais, qui consiste à tenter des choses, voir si ça marche, donc évaluer les résultats et sinon ajuster. Et si cette méthode n'est pas pratique dans un parcours standard, parce qu'il y a une timeline bien définie et que les erreurs que vous faites vous font un peu reculer par rapport aux autres, et reculer par rapport aux autres dans un parcours standard, c'est pas bon du tout. Pour les chevaux noirs, par contre, il n'y a pas de timeline, il n'y a pas besoin de se préoccuper outre mesure de ce que font les autres, et il n'y a pas de destination finale connue à atteindre. Au contraire, ils peuvent suivre leur curiosité et se lancer sur une piste un petit peu inconnue,
Ensuite, faire les meilleurs choix compte tenu de ce qu'ils voient autour d'eux, ajuster un peu leur méthode pour aller de plus en plus haut progressivement sur la piste qu'ils ont choisie, et puis même parfois se téléporter sur une autre piste qui leur correspond aussi, et voilà, aller de plus en plus haut progressivement à chaque fois, en s'amusant en plus en cours de route. Et sur cette belle synthèse, maintenant dites-moi tout, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord? Est-ce que ça vous fait réfléchir? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord du tout? Est-ce que ça vous intéresse pas du tout? Parce que moi quand j'ai lu le livre, à chaque page j'étais waouh! Donc voilà, venez me raconter un petit peu tout ce que vous en pensez dans les commentaires. J'adore vous retrouver là-bas et bavarder un petit peu avec vous. Et je suis trop contente aussi quand je vous reconnais parce que vous revenez. Donc n'hésitez pas à revenir. Merci encore d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite pas un excellent week-end parce que comme je suis en retard, c'est probablement plus le week-end au moment où je poste la vidéo. Mais je vous souhaite une excellente, je sais pas, semaine, vie. Et voilà, bisous à toute la famille.